Au plaisir de te recevoir une seconde fois sur le podcast. C'est gentil. Je précise à toutes les personnes qui écoutent, si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite directement à aller la voir sur YouTube ou sur Spotify pour pouvoir comprendre le parcours de Quentin. Voilà. Donc écoute, sur la partie précédente, on a abordé pas mal de choses. On a fait un petit peu le tour sur les 10 premières années de ton parcours, globalement. Un parcours qui a été marqué par des tournants clés. On a exploré un petit peu la base de ton évolution, l'impact de ton éducation, la perte de ton père, une partie sportive, tes voyages, les défis auxquels tu as dû faire face, ce que tu as surmonté. Et ce qui en sort clairement, c'est une trajectoire qui te permet en fait d'avoir des leviers pour progresser, hein, où chaque choix t'a amené à ton identité de coach aujourd'hui, d'entrepreneur et de leader. Voilà. Ok. Écoute, on s'était arrêté pile au moment où tu étais arrivé en Australie, où tu avais commencé ta... Enfin, tu as fait le grand saut sur New York, tu es rentré quelques mois en France, tu es parti en Australie, tu as commencé à se former en tant que coach. Mhm. Globalement, c'est là où on s'était arrêté. Ok. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est que on termine l'épisode sur toute la partie d'Australie et je vais aller directement cibler les moments clés aujourd'hui qui me semblent importants dans ton parcours par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Ok. C'est OK pour toi? Allons-y. Tu m'as dit comme quoi l'Australie, c'était un changement pour toi. À quel moment tu as su que tu voulais transmettre? À quel moment tu t'es dit comme quoi le coaching, c'était ce que tu voulais faire? Là, c'était déjà avant l'Australie, ça. C'était. Alors, à l'époque, quand j'ai commencé à m'entraîner, moi, c'était pas dans le but d'être coach ni d'être esthétiquement plaisant. Je crois que j'avais déjà mentionné, mais c'était plutôt pour. Ouais. Pas dans un but d'efficacité et de performance sur le terrain de football américain où j'avais un physique frêle à l'époque et ça l'aurait pas fait tout simplement si je voulais prendre un petit peu en niveau. Et le fait de commencer à m'entraîner, j'ai été très assidu très vite parce que j'avais un pourquoi très fort du fait que j'avais ce besoin de me transformer pour être plus performant sur le terrain. C'est pas comme si j'avais commencé à m'entraîner de manière un peu random, aléatoire, sans vraiment avoir de but précis. Étant donné que j'avais ce but, j'étais dédié à la tâche, si tu veux, dedicated. Tu vois, j'étais vraiment à fond dans le truc et les gens autour de moi qui me voyaient m'entraîner voyaient cette passion et voyaient aussi les résultats arriver plutôt rapidement au départ. Tu as les newbie gains qu'on appelle, donc je progressais très vite les 3 premières années, un peu comme tout le monde si tu le fais sérieusement. Et c'est là où les gens ont commencé à pas mal me solliciter, à apprécier à la fois mes performances, mais à la fois l'aspect esthétique que j'en dégageais naturellement grâce à ma génétique. Et de ce fait, je me suis pris de passion pour l'aide envers ces gens. C'est arrivé davantage aux États-Unis. Ensuite, quand je m'entraînais à Planet Fitness à New York City, donc à Brooklyn, où c'est des gyms qui sont pas très chers, donc il n'y a pas vraiment des gens qui y mettent vraiment beaucoup d'attention là-bas. C'est pas des gens avec des grands moyens, mais je faisais beaucoup de ce qu'on appelle de calisthenics, donc c'est du street workout en fait tout simplement, et ça reste impressionnant pour le commun des mortels parce qu'il te voit mouvoir ton corps dans l'espace à travers des muscle-up, des L-sit, un peu tout ce genre de trucs, et du coup bah, j'avais beaucoup de consultations, enfin pas de consultations, mais des gens qui venaient directement me solliciter, que ce soit à la salle de sport ou au bar de traction tout simplement, dehors, ça m'arrivait aussi de m'entraîner là-bas quand j'avais un peu la flemme d'aller jusqu'à la salle. Et c'était à l'époque, le street workout était très populaire d'ailleurs et démocratisé par les bar stars à New York City. Donc j'en faisais beaucoup. Et beaucoup de gens venaient me solliciter, comme je le disais, et me demandaient des conseils. Donc je me suis dit, c'est cool, c'est gratifiant en plus de ça. Ça me fait plaisir d'avoir un impact positif dans leur vie. Et pourquoi pas devenir coach? Et à cette époque-là, là où je vivais, donc dans une auberge de jeunesse à New York City, les mecs qui dirigeait cette auberge de jeunesse me disait, tu sais quoi, tu devrais peut-être bouger en Floride. Nous, on a fait, parce que c'était des gars qui avaient fait leurs études en Floride, donc ils connaissaient très très bien l'environnement qui était complètement différent de New York City. Et il me disait, tu devrais devenir coach pour célébrité en fait. Et ça m'a un peu fait tilt. Je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est peut-être pas con, c'est pourquoi pas explorer cette piste-là. Et pour ce faire, je me suis dit, il faut que je parte en Australie pour pouvoir accumuler de l'expérience dans le milieu anglo-saxon tout en ayant la possibilité d'avoir un visa facilement. Parce que les États-Unis, ce n'était pas le cas. Donc à la base, je suis Mm. parti en Australie. Moi, ça devait être qu'une étape. Ça ne devait pas être une finalité. Je m'étais dit, je vais rester X temps en Australie, accumuler un maximum d'expérience et je vais essayer de trouver par tel ou tel moyen
une manière de retourner aux États-Unis pour cette fois potentiellement devenir coach pour célébrité. T'étais déjà ou pas sur les réseaux à cette époque? Ah, pas du tout. Il n'y avait Pas du tout. pas, il y avait rien en fait, si tu veux. C'était 2013, donc Instagram venait d'émerger. Les YouTubeurs, il y en avait très peu. À cette époque-là, moi, je regardais beaucoup Christian Guzman, Mark Fitt, ces mecs-là qui avaient déjà commencé et qui sont aujourd'hui des célébrités du domaine. Mais très peu de gens avaient le courage de sortir une caméra pour se filmer. Et moi, de même, hein, j'y avais pensé, mais je ne me pensais pas capable de le faire. Et j'ai commencé beaucoup plus tard, sûrement trop tard d'ailleurs, pour le créneau que je voulais prendre en tout cas. Et, mais non, en fait, il y avait absolument aucun réseau social. Si tu veux, même, je sais même pas si j'avais téléchargé Instagram à cette époque-là. Tu vois, je crois qu'on venait de m'en parler ou à la fin de mon séjour, je crois que j'ai connu Instagram. Et Il y avait Instagram, MSN. il y avait, alors MSN, ouais, c'est une messagerie, donc c'était pas vraiment un réseau social. Mais toi, t'es trop jeune pour parler de MSN. Bah non, j'ai connu MSN. T'as connu MSN? Moi, tu Ah devais être oui. vraiment à la fin du fin. Parce que moi, quand j'utilisais ça, Moi, c'était début de j'avais 13 Facebook, ans. vraiment sorti d'MSN, quoi. Alors, Facebook, moi j'ai commencé, j'avais 17 ans. Donc Hmm. tu devais avoir 7 piges si toi t'es de Non, 99 non, ou de enfin, 2000. moi, c'est simple, MSN, je devais avoir quoi? Je devais avoir 11, 12 ans et Facebook, ça commençait, enfin, par là où je suis, où tout le monde commençait à se mettre dessus, je devais Ouais, avoir 12 ans, quoi. ok, ok. Ouais. Toi t'es de l'année 2000, non, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc putain, ouais. Donc moi quand Juillet, j'ai commencé juillet. Facebook en 2007, donc tu vois, t'avais 7 piges. Ouais. Euh, En 7 ans, et les euh, réseaux, c'était loin. ouais, j'avais Facebook et moi à cette époque-là, bon, c'était un réseau social, mais c'était plus un feed en fait. Il n'y avait pas vraiment de. Enfin, je sais. Allez, à cette époque, je me souviens que je partageais absolument tout sur Facebook. Donc, toutes les photos que je prenais dans la rue à New York, je les postais sur Facebook. Mais sans aucune attente, sans rien. Et en fait, ça passionnait plutôt les gens locaux, si tu veux, les locaux qui me connaissaient moi de France, de Chambéry, tu vois, les gens que je connaissais, les gens avec qui j'avais été à l'école, ma famille, mes amis, les gens avec qui je faisais du foot américain à l'époque. Ils voyaient tout ce que je partageais, mais il y en avait, en fait, on ne savait même pas ce que c'était que devenir influenceur, créer du contenu sur les réseaux sociaux. Le concept même n'existait pas, si tu veux. Hmm. Donc à cette époque-là, en fait, je m'entraînais pour moi. Je me filmais même pas à la salle d'ailleurs. Et personne ne se filmait à la salle. C'était même pas quelque chose qui se faisait. Donc non. Mais ouais, quoi, ce qu'on disait la dernière fois, tu les faisais rêver, tu les faisais voyager à travers les photos, les choses comme ça, c'était parce que Ouais, toute la famille voulait c'est te ce qui s'est voir. passé. Et le but, il était là, moi, au départ, hein. Je ne partageais même aucun contenu autour du fitness. C'était que du contenu de voyage. En fait, tout ce que je trouvais un peu cool, parfois même des produits qu'on ne trouvait pas en France, je les prenais en photo et je les postais sur Facebook. Enfin, tu vois, c'était complètement une autre époque. Si on fait une avancée dans le temps, déjà, est-ce que après la partie d'Australie, dans les années à venir, avant qu'il y ait le concept, même que tu te mettes à ton compte et que tu dises, tiens, bah écoute, il y a la Playbook Academy qui va naître, avant tout ça, est-ce qu'il y a eu des événements marquants qui sont passés entre les deux? Alors, définir événement marquant parce que Événements marquants, pour non, moi, mais il y a eu c'est... beaucoup d'années qui se sont passées entre l'Australie et le jour où j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux pour vendre des programmes sportifs. Il y a Tu vois, des années. depuis le début, en fait, sur notre échange, je vois qu'on était beaucoup sur ton storytelling, sur ton parcours, et du coup, j'ai suivi cette direction. Ouais. Mais en temps normal, je fais pas forcément année par année, je suis plutôt dans le fait d'aller directement voir les moments en fait qu'on marqué ta vie, que ce soit des événements dramatiques, personnels, professionnels, ou des événements qui ont été positifs, à l'inverse, je sais pas, comme ça peut être une naissance d'un enfant, quelque chose vraiment qui a changé drastiquement ton quotidien. Il n'y a rien qui a changé drastiquement, c'est plutôt des décisions que moi j'ai décidé de prendre pour évoluer, pour faire évoluer mon parcours professionnel. C'est que j'ai fait Hmm. 2 ans et demi en Australie, mais après, c'est moi qui ai pris la décision de partir, c'est moi qui ai pris la décision d'ébaucher un autre projet. Il n'y a pas eu des événements, mis à part le fait peut-être je me suis fait quitter par ma meuf à l'époque, et c'est peut-être un peu tout, c'est peut-être une décision émotionnelle qui m'a fait quitter l'Australie, en effet, parce que je vivais dans le même bâtiment qu'elle, donc forcément c'est un peu compliqué. Surtout quand tu sors d'une relation fraîchement, que tu étais amoureux d'elle et que elle ramène des mecs chez elle et que tu les croises limite dans l'immeuble, c'est pas hyper glorieux. Donc ça m'a fait un peu péter un plomb et ça a peut-être joué sur mon départ d'Australie. Je crois que c'est un truc d'ailleurs où j'en avais parlé, on m'avait posé la question récemment. Ouais, exact, en DM sur Instagram, si je regrettais des décisions que j'avais pu prendre. Et à la fois, je pense que le regret, il faut éviter de regarder de trop en arrière, de ce qu'on aurait pu faire mieux, mais plutôt se focaliser sur je ferai mieux à l'avenir quand l'occasion se présentera.
Parce qu'une fois que l'occasion est passée, on a beau pleurnicher sur la situation et on n'aura aucun contrôle dessus. Mais je pense que peut-être à l'époque, la décision hâtive que j'ai prise de quitter l'Australie, sachant que j'avais une super situation, c'était plus lié à l'émotionnel qu'autre chose. Et s'il y avait bien peut-être une décision que je changerais aujourd'hui, ce serait peut-être celle-là. Tu vois, et même là où c'est intéressant, tu vois, même quand je te disais des événements marquants, personne n'a la même vraie définition d'événements marquants. Il y en a quand je vais te dire ça, ça va être vraiment des choses horribles qui vont leur traverser la tête. Si pour toi, par exemple, que tu pourrais entendre par événement marquant, cette décision qui te permet de prendre une nouvelle direction, c'est super. Enfin, Hmm. si ça peut te permettre en gros de mieux compléter. Ouais, potentiellement c'était ça, hein. Et après, je suis passé là où j'ai pris un job. Enfin, ça a été des aventures de fou à cette époque-là où je me suis décidé de partir d'Australie pour ouvrir une salle de sport en Floride. Donc c'était quelque part le point que je cherchais au départ, c'était de retrouver un moyen de repartir aux États-Unis. Et ça a été, je me suis dit, ok, je vais ouvrir un gym aux États-Unis, donc une filiale enfin, une franchise de la marque chez qui je travaillais à l'époque, donc F45 Training, certains peut-être connaîtront. Et il y en avait très peu aux États-Unis à l'époque. Et je me suis dit, bah, je vais en ouvrir une à Miami. Mais je suis parti un peu avec ma bite et mon couteau. J'avais pas vraiment l'expérience ni le bagage nécessaire. Et je me suis planté. Mais c'était une bonne expérience. Mais c'est ce qui m'a fait revenir en Europe ensuite. Travailler du coup en Angleterre chez F45 à Londres. Puis derrière, encore complètement changer les choses. Rentrer en France, monter Sync avec mon pote. Et à ce moment-là, commencer à ébaucher les programmes en ligne. Mais ouais, il s'en Ok. est passé entre-temps. Ouais. Là, ouais, t'as fait 10 sujets d'un coup. Attends, t'as dit un point intéressant. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression de poser des questions sur les réponses des podcasts que j'ai déjà eu, déjà entendus. Ok. Euh, Parce que F45, t'en avais déjà bien parlé sur tes podcasts. Mhm. Comment ça s'est passé cette partie-là? T'es entré en contact avec une personne, t'as dit écoute, on cherche quelqu'un pour une franchise. C'est toi qui t'es renseigné, Non, c'est avec du c'est bouche à moi qui y oreille. suis allé directement. Ok. Je savais que le business était en pleine expansion. Donc, c'est F45, c'est australien. En Australie, c'était déjà en train de boomer. Et je me suis dit, je pense que c'est l'opportunité de l'exporter vers les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, le marché du fitness s'est développé à un autre niveau que ce que c'est en Europe aujourd'hui. Et encore plus à l'époque, c'était 2015. Donc, c'était pas. Enfin, il y avait de la place. Clairement, il y avait de la place, puisqu'aujourd'hui, il y a des F45 partout aux États-Unis. Et à l'époque, il devait y en avoir trois. Je crois qu'il y en avait un ou deux. Enfin, de mémoire, il y en avait un dans l'Ohio, perdu, un petit truc pas dingue. Et il y en avait un, le plus gros, c'était Las Vegas. Et je me suis dit, bah, moi, je vais me pointer et je vais ouvrir Miami, quoi. Je vais faire un truc là-bas. Et ça aurait été, si j'avais été en collaboration ou américain moi-même, donc soit en collaboration avec enfin, du moins, comment on appelle ça, associé avec un américain ou moi, si j'avais la carte verte, ça aurait pas été un problème. Là, ça a été un problème parce j'avais proposé le projet à un pote, on était deux Français, on s'est pointé là-bas avec un peu d'argent de côté, des prêts, de l'argent prêté par la famille, un peu tout et n'importe quoi, pour au final se retrouver face à un mur parce que sans un Social Security Number, bah, pour eux, tu es un peu ce qu'ils qualifient d'un alien. Donc derrière, il faut que tu montre comme quoi tu aurais 200 000 dollars sur le compte en garantie au cas où il se passe un truc, ce qui n'était absolument pas le cas. Donc on s'est retrouvé face à un mur assez rapidement. Donc c'est là où j'ai pu rebondir parce que en Angleterre, les mecs, ils me connaissaient et ils m'ont proposé un job parce qu'ils ont su que j'étais retourné en Europe, mais ça a été de la chance. Enfin, en fait, c'est même pas de la chance, c'est du networking. C'est pour ça que le networking est extrêmement important parce qu'il peut t'apporter des opportunités à n'importe quel moment, au moment où tu t'y attends pas. Et là, c'était extrêmement bien tombé parce que forcément, j'étais dans l'attente de trouver un local aux États-Unis. Donc, j'étais en Europe en train de rien faire. En fait, j'attendais juste qu'il se passe un truc. Je faisais des petits jobs à droite à gauche pour passer le temps parce que je voulais pas rien foutre. Et derrière, il m'appelle du jour au lendemain. Est-ce que tu peux venir? On a besoin d'un traîneur à F45 Londres. Est-ce que tu peux commencer la semaine prochaine, quoi? Donc, enfin, quelque part, ça fait rêver, c'est exceptionnel parce que tu es à Chambéry, on te dit, bah, là, dans 3 jours, il faut que tu déménages à Londres. Démerde-toi. Donc ça a été passionnant à cette époque. C'était mi-2016. C'était génial. C'était génial. Mais derrière, j'ai pris toutes ces démarches moi-même. Je suis allé donc au QG. Il était où ce QG? Je sais plus, mais dans Sydney. Je me rappelle pas du patelin où il était. Ouais. Bref, je me pointe là-bas et je demande un rendez-vous avec le big boss. Je lui dis, bah moi je bosse pour un F45 et je suis intéressé pour ouvrir une franchise. Forcément, lui, tu lui proposes un projet de business développement, bah le mec il va te t'accueillir les bras ouverts, c'est évident. Du coup, je vais le voir, je lui parle de mon projet. Il me dit, bon, on peut te faire un tarif parce qu'il n'y a pas beaucoup de franchises ouvertes autour du monde aujourd'hui. Ça peut être super intéressant pour toi et en effet, c'est une super idée.
Eux, cependant, ils avaient un peu plus la tête sur les épaules en me disant, t'es français, nous, ça nous arrangerait bien que tu ouvres la première franchise en France. Donc, ils voulaient que je l'ouvre à Paris. Moi, je lui ai dit, gros, moi, je me vois pas du tout enfin, réhabiter en France Appuyer un les Belges. jour. Donc, c'était pas vraiment prévu. Et d'ailleurs, ça n'a pas du tout marché en France. Je crois qu'il y a un seul, enfin, en tout cas, à ma connaissance, un seul F-45 en France et il est à Bordeaux. Mais en tout cas, ils ont quand même réussi à mettre leurs pieds sur le territoire. Mais voilà comment ça s'est passé. Ouais. C'est en Angleterre, du coup, que tu as vraiment commencé à faire tes marques après l'Australie en tant que coach. Tu es resté combien de temps en Angleterre déjà? Pas longtemps, hein. Je suis resté que 6 mois parce que je supportais pas le lifestyle en fait. Parce que tu viens d'un lifestyle qui est, faut savoir que l'Angleterre et l'Australie, ils ne partagent que la langue, ils ne partagent absolument pas la culture, même si en Australie, il y a énormément d'Anglais expatriés. Et je pense qu'il y en aura encore plus avec le temps. À la fois, les deux pays font partie du Commonwealth, mais derrière, il y a des facilités pour les Anglais de venir en Australie. Donc forcément, quand tu es anglais depuis toujours et que tu as vécu sous la pluie et la grisaille toute ta vie et qu'on te donne l'occasion d'aller à l'autre bout du monde dans un pays qui parle ta langue, qui a une culture similaire tout de même et auquel il fait beau toute l'année, c'est une évidence que tu y vas. Donc, c'est clair qu'il y avait énormément de British quand j'étais en Australie. Donc, moi, quand je suis venu d'Australie, mais enfin, la grande différence qu'il y a surtout entre les deux pays, c'est à quel point les gens ont, entre guillemets, le cul serré. C'est que en Angleterre, c'est très formel, un peu plus prout-prout sur les bords. En Australie, c'est beaucoup plus ce qu'ils appellent laid back, donc beaucoup plus décontract, beaucoup plus chill, c'est le soleil, c'est tout ça. Et moi, ça me fait kiffer. Et par contre, quand donc après être rentré d'Australie, bah forcément cette vibe australienne, je l'avais absorbée. J'étais un peu plus décontracté dans ma vie, si tu veux. Et quand on commence à me faire bosser en Angleterre, alors au début tout se passe super bien parce que tu parles la même langue, c'est cool. J'ai quand même côtoyé énormément de British en Australie, donc je suis pas dépaysé non plus. Cependant, tu aperçois vite qu'il y a des chocs culturels au niveau du travail parce que les éthiques de travail ne sont pas les mêmes, les méthodes de travail, les process ne sont pas les mêmes. Et le climat derrière, il te met une gifle gigantesque parce que tu tapes la pluie tous les jours. Donc moi, j'ai pas tenu. J'ai tenu 6 mois. Ils voulaient me garder, ils voulaient que je travaille plus longtemps. Et j'ai dit, mais en fait, moi, je suis malheureux, je suis misérable ici avec ce climat. Donc c'est pas possible. Et force et soutien à tous ceux qui décident de vivre en Angleterre aujourd'hui ou qui sont piégés et qui n'arrivent pas à partir parce que, putain, c'est rude. T'étais à quelle période en Angleterre? T'étais En plus, arrivé je en suis période. arrivé au mois de juin. C'est ça le truc. C'est Il qu'au pleut. début, tu penses que c'est cool. Au début, alors oui, tu as des jours où tu vas être dehors en débardeur, juin, juillet, août, mais il pleut quand même tous les jours, même si, enfin, en tout cas, cet été-là, je me souviens que les gens disaient que 2016 n'avait pas été une année super en termes de climat. Donc après, ça, très bien. Peut-être qu'il y a des meilleures années que ça, mais moi, c'était l'année où j'y étais. Donc, en tout cas, voilà. Donc, c'était l'année de merde, entre guillemets. Tous les jours, pratiquement, on se tapait de la pluie. Même si c'était une heure ou une journée, il pleuvait tous les jours. Donc il y a un moment où moi j'en ai eu marre. Je me suis dit, Attends, c'est absolument pas. Enfin, si je prends la décision aujourd'hui d'être entre guillemets un expatrié, je vais pas aller me cloisonner dans un endroit où il pleut toute l'année. Tu vois, ça ne fait aucun sens. Pour moi, c'était à contre-courant. Enfin, pour moi, c'était stupide. Donc il fallait que je me détache de ça rapidement. Tu vois, ce qui est bien, c'est que tu as eu ta première expérience entrepreneuriale à vouloir ouvrir une franchise, à reprendre une franchise également qui n'a pas marché. Tu es retourné 6 mois en Angleterre, mais est-ce que ça t'a aidé tout ça à façonner un petit peu la vision de la Playbook Academy? Comment ça va naître tout ça? Alors, la vision de la Playbook Academy, Alors je sais qu'il y a pas Sling qui arrivera avant, vraiment mais j'ai parce envie que qu'on reste déjà dans le c'est. Ouais, sport. mais pas vraiment parce que c'est pas du tout le même objectif. Euh, L'esprit entrepreneurial, c'est sûr, parce que le fait de débaucher un projet de nulle part, que j'avais jamais entrepris, d'aller vivre du jour au lendemain à Miami, donc enfin j'y suis pas, j'y suis resté un mois, c'est pas, enfin je suis pas parti vivre, mais c'était dans le but de m'y expatrier. J'avais déjà fait les démarches auprès de visa, auprès de, pardon, d'avocats d'immigration. Ça se passait bien, hein. J'avais mon certificat, j'avais déposé une entreprise en Floride, elle existait l'entreprise, tu vois. J'avais payé tout ça. Sauf que bah, j'ai pris un mur un peu plus tard, c'est que j'ai pas anticipé suffisamment les choses, donc j'ai fait plein d'erreurs. Mais c'était ma première expérience entrepreneuriale, premier échec. De toute manière, un bon entrepreneur se doit d'échouer plusieurs fois avant de réussir. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. J'ai rarement vu des bons entrepreneurs réussir du premier coup. Donc, et je pense que même la plupart des entrepreneurs qui entreprennent et échouent la première fois ne réentreprennent pas derrière, abandonnent et retournent à ce qu'ils faisaient auparavant parce que c'est un peu plus safe et qu'ils ont pris trop cher dans leur échec.
et ce que je peux totalement comprendre et qui est légitime. Cependant, si tu as vraiment cette âme où tu veux entreprendre, parce que quelque part, même si tu as échoué, il y a un aspect qui t'a un peu fait brûler le cœur, où tu te dis, en fait, c'est trop cool, j'adore cet aspect de liberté parce que je suis maître de ma destinée, c'est moi qui décide et qui prend les décisions surtout. Bah, c'est moi, c'était ça, cet aspect-là qui m'a fait kiffer. C'est là où je me suis dit, il faut que j'aille plus loin, il faut que je retente autre chose maintenant. Donc là, je me suis planté, ok, c'est pas grave, je m'en remets. Le tout, c'est de savoir move on et de se dire, bah ok, j'accepte le L, tu vois, le loss. J'ai perdu de l'argent, bien évidemment. J'étais pas riche en plus de ça, loin de là. J'avais fait des emprunts. Donc là, je me retrouve un peu à case départ. Je récupère une partie de mon capital cependant, heureusement. Et c'est là où moi j'ai l'opportunité, parce que j'étais toujours en contact avec mon pote et associé aujourd'hui, Kevin, avec qui je bosse sur Sync. On était déjà en contact. Il avait commencé à ébaucher sur le projet. Et lui, il avait eu son premier échec aussi. Du coup, c'est là où on s'est dit, bah attends, bouge pas. On va se réunir et faire quelque chose à partir de zéro tous les deux. Et c'est parti de là. Donc, moi, je voulais absolument entreprendre parce que j'avais, à ce moment-là précis de ma vie, j'avais plusieurs arbres, enfin plusieurs branches, pardon, qui m'étaient proposées. J'avais donc la possibilité de rester à Londres, de continuer à bosser pour ce gym-là et potentiellement ouvrir à d'autres opportunités derrière. J'avais l'opportunité d'aller bosser en tant que coach dans un hôtel de luxe, entre guillemets, à Dubaï, parce que j'avais entre-temps été partir, j'avais fait 10 jours à Dubaï pour essayer de screener, voir ce qui se faisait, parce qu'il y avait un F-45 qui avait ouvert là-bas aussi, Dubaï Marina à l'époque. Et je suis allé voir, je suis devenu pote avec le mec. Et derrière, j'ai un peu voyagé, entre guillemets, dans la ville qui n'était pas le Dubaï d'aujourd'hui, mais il y avait plein de salles de sport déjà luxe. Et j'avais été démarché et on m'avait proposé un job comment ça s'appelait, au Medina Jumeirah, je crois. Et ça, enfin, c'était un super poste. Mais je m'étais dit, OK, je vais étudier mes options et je vais voir. Mais dans tous les cas, tu vois que la décision que j'ai prise, c'était d'entreprendre. Donc au final, j'ai choisi Sync. Mais il y avait aussi la branche États-Unis où les gars de Las Vegas qui avaient ouvert un F-45, ils s'étaient dit, bah attends, bouge pas, il y a le mec qui est en train d'essayer d'ouvrir à Miami, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer un deal. On est américain, donc forcément, s'il s'associe avec nous, c'est gagnant, mais c'était beaucoup plus gagnant pour eux, bien entendu. Donc eux, ils voulaient la majorité de l'actionnariat tout en ne faisant pas grand-chose. Et moi, je me suis dit, au vu des risques que je prends, c'est mort. Tu vois, c'est pas la peine. Les mecs voulaient 51% de la boîte et ils faisaient rien, en fait. C'était juste, ils se portaient garant. Genre, regardez, on est américain, on a un Social Security Number. Je me dis, ouais, mais c'est mort. Et du coup, je les ai envoyés un peu bouler. Ceci dit, ils m'ont quand même recontacté derrière et ils m'ont proposé d'ouvrir un deuxième F-45 à Las Vegas, donc dans une banlieue résidentielle qui s'appelle Henderson, autour de Las Vegas, et une banlieue apparemment où il y a un peu d'argent. Et sur le coup, je me suis dit, bah, trop bien, en fait, c'est l'opportunité pour moi de repartir vivre aux États-Unis. Je dis oui sur le moment. Et après, je réfléchis bien, et je me rends compte qu'il y a il y a des failles dans leur plan et que je prends beaucoup trop de risques à faire ça et que si je me fais niquer, bah, je vais me retrouver à poil et je vais devoir rentrer en Europe comme un con. Donc j'ai refusé. Donc j'avais eu à cette époque-là, c'était fin 2016, un max d'opportunités sur la table, mais complètement différentes les unes des autres. C'est ça qui était assez extraordinaire. Il y en avait quatre, tu vois, quatre chemins à suivre et je me suis dit, oh putain, attends, je prends lequel? Et c'est là où je décide justement d'aller dans le seul qui me proposait d'être entrepreneur à 100% sans devoir des comptes à quelqu'un. Et c'était le fait de co-créer la marque Sing Protein avec mon pote. Ok. Attends, excuse-moi, je me suis engoué en même temps. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Et je voulais rebondir en plus tout à l'heure quand tu disais l'aspect de liberté sur l'entrepreneuriat. Ouais. Tu vois, même au-delà d'avoir le fait de savoir qu'on peut avoir les clés en main quand on entreprend, et tous les entrepreneurs savent que de toute façon, des merdes, on en connaît au quotidien. Hein. C'est extrêmement dur d'entreprendre, surtout seul. Mhm. Bien sûr. Il y a également le fait d'avoir, quand tu sais que tu as un pourquoi qui est fort, tu sais que peu importe les merdes que tu auras, tu vas tenir. Mhm. Enfin, j'allais dire, je voulais prendre mon exemple, mais c'est ton cas, et c'est le cas de tout le monde. Des merdes, on y fait pas tous les jours. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans l'entreprise. Dieu merci que j'ai fait face à des merdes hein, de tous les étages. Hein. Au tribunal, tout ce que tu veux. Hein. Que ce soit avec des équipes, enfin, c'est quand même pas rien. Bah Mhm. écoute, vu que là, tu as découlé sur Sync et que la Playbook Academy, c'est arrivé dans un second temps, clairement, là, tu as expliqué comme quoi c'est suite à un échec et le fait d'avoir également un pote qui a connu un échec, vous avez voulu entreprendre ensemble là-dessus. Qu'est-ce qui a découlé pour dire, écoute, on va arriver dans un milieu où viser des compléments alimentaires?
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce Alors, moment-là? le complément alimentaire, moi, c'était quelque chose qui faisait partie de mon quotidien, évidemment, parce que quand tu es coach, d'autant plus dans des pays développés autour du fitness, donc l'Angleterre ou l'Australie, ou même quand j'étais à l'époque à New York, le complément alimentaire fait partie, il est omniprésent dans dans l'industrie du fitness, si tu veux. C'était déjà beaucoup plus balèze que ça l'était en France, en l'occurrence. Et donc, je prenais de la protéine en poudre et j'avais un peu tout testé, parce qu'à l'époque, il fallait s'éduquer sur la question, quel type de complément prendre, lequel ne pas prendre, parce qu'il y en avait 50 000 et évidemment, il y en a plein qui ne servent à rien et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mm. Et je savais que le complément numéro un, c'était la protéine en poudre. Donc là, j'en testais plusieurs parce que forcément, bah, en plus, à l'époque, elles étaient pas dingues. Au goût, il y a des fois, il fallait se boucher le nez. Il y a des fois où c'était pas terrible. Il y a des fois où le goût était bon, mais la digestion était mauvaise. Enfin, c'était une galère, si tu veux. Mais ça me passionnait. Tu vois, il y a eu des fois où j'allais chez GNC. Donc, GNC, c'est magasins rouges et noirs américains qui sont présents en Angleterre et en Australie, en l'occurrence, pas en France. Et je passais mon temps là-bas. Des fois, je restais 1 heure et je discutais avec les vendeurs parce que j'étais passionné par le truc. En fait, je me disais, ça fait partie du jeu, c'est une addition, c'est la nutrition, ça va avec l'entraînement. Et si je veux avoir le meilleur physique ou les meilleurs perfs, tout ce que tu veux, il faut que je sois en mesure de combiner les deux de manière intelligente. Donc, je voulais savoir, je voulais connaître. Et donc, je me faisais éduquer, si tu veux, par les vendeurs là-bas. Et c'était extraordinaire. Et quand tu tombais sur un vendeur qui était passionné, mais je pouvais passer des après-midi. Et c'était une dinguerie. Et du coup, entre-temps, donc j'avais pas eu spécialement l'idée de créer une marque de compléments alimentaires, mais c'était toujours un truc auquel, autour je gravitais, si tu veux. Parce que pareil, on me demandait des conseils, quelles protéines prendre, machin. Dans le milieu du coaching, c'est pareil, tu vois, tu éduques tes clients au maximum, tu les envoies vers telle ou telle marque, tel ou tel produit pour les aider parce que eux aussi, c'est quelque chose qui les concerne. Mm. Et de là, donc quand je reviens en France, j'ai mon pote, donc du coup Kevin, avec qui j'étais toujours en contact, parce que c'était un vieux pote de l'époque où j'avais commencé le foot américain quelques années plus tôt. Lui jouait aussi. Et lui aussi était concerné par la question. Et à cette époque, donc lui, il consommait de la whey. Il était dans le bodybuilding, donc lui, c'était de la whey, et sauf qu'il la digérait pas. Il avait mal au bide tout le temps, et il me disait, ça me casse les pieds. Sauf que ce qui se faisait en plant-based slash vegan à l'époque, bah, c'était vraiment, vraiment dégueulasse. Et en France, il y avait presque rien. Tu vois, c'était très, très rare de trouver ce genre de produit. Et en Australie, ça commençait à émerger. Et je me souviens à l'époque où moi, j'allais chez mon chiropracteur là-bas, donc mon physiothérapeute, mon kiné, en gros, l'occurrence, il mettait en avant quelques marques de protéines parce que, bon, je ne sais pas si c'est le cas de tous les kinés. Bon, je dirais que peut-être que si. Mais là-bas, mon kiné, enfin, ça s'appelle pas un kiné en plus, mais c'était des sportifs de haut Physio. niveau, si tu veux. C'était des mecs qui avaient vraiment du niveau et qui coachaient qui prenaient soin de gens qui avaient du gros niveau. Et du coup, ils se permettaient aussi de mettre en avant des marques de compléments alimentaires pour aiguiller certains athlètes. Et de là, un jour, il y a une marque australienne qui émerge, une marque végane. Donc, il me dit, tiens, tu devrais tester ça. Et il me dit, ça se digère bien, c'est pas très bon, il me dit, mais c'est un bon produit, c'est naturel. Tu vois, il n'y avait pas d'édulcorant artificiel, il n'y avait pas d'artifice à l'intérieur. Et ça, c'était quelque chose qui me parlait. Parce que malgré tout, j'ai jamais, même si à l'heure d'aujourd'hui, on vient te dire que le sucralose, la césulfame-K, c'est OK à partir du moment où tu n'en consommes pas telle ou telle quantité. Moi, j'ai jamais été trop aligné avec le fait de mettre des trucs synthétiques dans ma bouche, tu vois. Et donc, je voulais les éviter déjà à cette période-là. Et en l'occurrence, je teste sa marque, elle est chère, mais je la trouve pas dingue. Je me dis, bon, j'ai un peu la peste et le choléra, tu vois. Et c'est soit il y avait des whey protéines qui avaient un goût OK, mais qui avaient une formule éclatée au sol avec une digestion pourrie, ou alors tu avais un truc naturel que tu digérais bien, mais qui était vraiment imbouffable. Donc, c'est là où, en rentrant en France, je reprends contact plus fortement avec mon pote Kev. Et lui avait rencontré la même problématique. Et il avait commencé à ébaucher, lui, pour le coup, avec d'autres partenaires à l'époque, sur créer une marque qui soit bonne au goût, mais qui soit naturelle et exempte de tout ingrédient artificiel, si tu veux. Et il commence à beaucoup m'en parler et il voulait que je sois un ambassadeur pour lui parce que là, je commençais à mettre un peu de contenu sur les réseaux sociaux, même s'il n'y avait pas encore de gros influenceurs, si tu veux. Il y en avait quelques-uns, mais ça se comptait sur les doigts d'une main. Et donc, il me propose un petit peu ce projet comme ça. Je devais juste être un partenaire de la marque au départ. Et donc, je suis tenu au courant d'absolument tous les développements qui se font, parce qu'à l'époque, il avait déjà commencé à ébaucher sur des formules et à avoir des tests réels, tu vois, des protéines que j'avais pu tester en vrai, et c'était cool. Et j'adorais le concept. Je m'étais dit, c'est prometteur.
Et c'est surtout fascinant. J'adorais le processus de la conception d'un produit à partir de rien. Et du coup, je le harcelais tous les jours à me dire, ouais, t'en es où de ta production? Dis-moi en plus, j'ai envie de savoir, je trouve ça trop bien. Et petit à petit, on est resté en contact comme ça jusqu'à ce que lui, ses partenaires le lâchent et moi, bah, je foire mon histoire avec la Floride. Donc c'est là où en fait, on se dit, bah, enfin, lui il me dit clairement, est-ce que ça te chaufferait en fait de faire le truc avec moi, quoi? Je dis, bah absolument. Donc c'était son idée de départ, mais c'était un truc, un sujet qui nous passionnait tous les deux. Donc au final, on s'est lancés tous les deux dans le noir, en fait, si tu veux, parce que c'était un truc on était juste passionnés, on aimait, bon, on avait goûté tous les produits du monde, si tu veux, mais c'était passionnant. Et du coup, on s'est jeté dedans comme ça, dans la gueule du lion, quoi. Pourquoi Sync en particulier? Pourquoi Sync? Pourquoi le Le nom nom? Sync? Alors, le nom de départ, c'était pas ça s'appelait Synergique, le nom de départ. C'était la synergie un peu du corps, de l'esprit, du bien-être. C'était et puis ça avait un côté un peu technique, tu vois, parce on avait un message plus technique au départ. C'était on alliait le naturel et la performance en même temps. Sauf que c'était un segment qui marchait pas trop. Donc on a changé, on a marketé différemment par la suite, on a pivoté de messages. Et c'est là où tu vois la puissance du marketing parce qu'en regardant le même produit mais en le mettant dans une autre boîte, bah, il peut mieux se vendre. Tu vois, c'est bête, mais c'est comme ça à l'heure actuelle. Et on a mis Sync. Donc Sync en fait c'est simplement les trois premières lettres donc de Synergique et la dernière. Ok. Pour la simple et bonne raison qu'on s'est fait attaquer en justice par un laboratoire qui s'appelait Synergia en 2018 et qui nous faisait chier. Il n'y avait aucun conflit d'intérêt, mais vu qu'on n'avait pas une thune, on n'avait pas de quoi se prendre un avocat pour se défendre. Donc on a dit, bon, au lieu de rentrer dans des combats sans fin pour rien, déjà se faire chier avec des procès la première année alors qu'on gagne même pas encore d'argent, autant changer de nom. Donc c'est à partir de là où en fait on se dit, bon, bah tu sais quoi, Sync, c'est très bien, on s'emmerde pas, on l'appelle comme ça, et on a acheté le Et je- domaine, le nom de domaine syncprotein.com et c'était réglé. Ok, je suppose en plus que ouais, à cette époque-là, vous n'aviez pas encore fait protéger la marque à l'NPI ou des choses comme ça. On avait fait protéger Synergique, mais Synergia rentrait dans un conflit et nous faisait chier, en fait, si tu veux. Ok. Il y avait déjà je veux dire, une demande sur le marché, un besoin. Il y avait déjà un gros créneau. Je suppose que c'est dans le milieu du complément, c'est un gros, gros marché. Et en France, Alors comment ça se oui, passait? mais on était... Alors si tu veux, le marché français, européen en général, est en retard par rapport au marché américain. Hmm. Ça, il y a toujours à peu près 5 ans de différence. Donc nous, on savait qu'aux États-Unis, la protéine de plante commençait à boomer. Donc on s'est dit, il y a un créneau, forcément. Nous, c'est un produit qu'on va être les premiers consommateurs, mais on va être aussi les premiers sur le marché. Et en France, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui faisait de la protéine de plante, tu vois. Et encore moins des personnes qui faisaient des protéines de plante bonnes au goût. Donc ça, c'était de l'introuvable. Donc nous, on sort le produit. Au début, on le market vers les athlètes. On leur dit, bah, les gars, regardez, vous pouvez avoir la performance, mais vous avez le naturel avec. Sauf que bah, ça parlait pas spécialement à cette catégorie de personnes. Il s'est avéré par la suite que notre message, enfin notre produit convenait plus à des femmes qu'à des hommes parce que la plupart des mecs étaient des go muscu qui en avaient absolument rien à foutre de l'aspect naturel. Ils voulaient juste un truc qui marche, un genre entre guillemets performance, que ce soit de la whey ou du plant-based, rien à foutre en fait. Donc c'est là où on a dû pivoter et se dire ok, bah à qui on va vendre notre produit en fait, parce que nous on en est les premiers consommateurs, mais parce que nous on est éduqués sur la question. Et le travail d'éducation du marché complet, il est extrêmement dur et tu as besoin de fonds pour faire ça. Tu peux pas y aller avec deux mecs et dire bon on va éduquer le marché. Tu peux pas faire ça. Donc là, c'est à la place, tu écoutes le client qui achète ton produit. Et si tu fais ton produit de manière customer-centrique, si tu veux, tu l'ajustes en fonction de ce que les gens te demandent. Et tu vois si ça reste aligné avec tes valeurs. Et c'était le cas. Et du coup, bah, plusieurs fois, on a pivoté, on a rebrandé, on a même un branding qui arrive le mois prochain. Et on est très content de là où ça va, si tu veux. Mais c'est comme ça que ça a démarré. Ouais. Ouais, parce que je suppose que du coup, vous avez mis surtout le côté naturel en avant, mais est-ce que le côté vegan, ça parlait au début aux gens? Enfin, au go muscu, non, je On suppose. parlait pas du tout vegan, on parlait plant-based. Et en fait, c'est plutôt les vegans qui se sont appropriés notre marque en se disant, ah bah ça c'est cool, c'est un produit qu'on peut consommer. Et en plus, il est bon parce que ils avaient l'habitude de boire de la terre tous les jours. Donc forcément, notre produit était un peu sexy. Donc il a beaucoup plu. Malgré tout, la majorité de nos clients ne sont pas véganes. Mais en tout cas, ce segment-là, on l'a pris avec parce qu'ils se sont dit, bah cool, nous on est vegan dans tous les cas, donc là ouais, ça nous intéresse pas. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que Sync existe? Alors, on a commencé à ébaucher en début 2017. On a lancé la marque le 26 mars 2018. Ok.
Et je Donc sais ça fait 7 que, ans. Ouais. et question par curiosité en fait, je sais que bah, forcément vous avez commencé sur le marché francophone, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez réussi à passer les frontières et dire tiens, on s'ouvre un marché plus grand? On l'a pas fait encore parce que je pense que les gens voient le truc trop. Les gens pensent que c'est beaucoup trop simple. C'est pas du tout le cas. C'est extrêmement compliqué déjà de saturer ton premier marché avant de te dire, OK, je vais taper dans tous les autres pays. Parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà, il y a l'aspect légal. Et ensuite, tu as l'aspect, toutes les contraintes que tu vas avoir au niveau des canaux de distribution. Les Déjà, transports, tout ça? si tu veux t'amuser à vendre en ligne, il faut des budgets. Il faut des budgets monstrueux pour aller taper dans plusieurs pays parce qu'il faut déjà que ta distribution soit en mesure de distribuer aussi vite en France qu'en Allemagne, par exemple, ou encore en Angleterre. Il faut que derrière, tu aies une connaissance du marché parce que potentiellement, ton message en France, il marche, mais en Allemagne, il marche pas du tout parce qu'il y a des cultures différentes dans tous les pays. Donc, tous les êtres humains, en tout cas en Europe, même si les pays sont petits, ne se ressemblent pas. Et derrière, tu sais pas aussi combien d'argent va te coûter un client. Quand tu fais des pubs Facebook, par exemple, bah, il faut que tu testes des marchés. Donc, il te faut des budgets pour te dire, bah, là, on aimerait aller en Allemagne, donc on va commencer à taper sur le marché allemand via Meta. Mais en fait, tu sais pas. Et c'est des budgets que, à l'heure actuelle, au lieu de s'éparpiller, il vaut mieux les concentrer sur un même marché. Et une fois que vraiment tu as fait ta place, que tu es établi et que tu commences à avoir du cash en trop, entre guillemets, que tu peux te permettre d'aller tester d'autres marchés. Ok. Parce que je me posais la question, parce que je me souviens que sur un podcast, tu as abordé le sujet il y a un petit moment, et j'avais pas entendu parler de ça depuis, que vous étiez parti aux États-Unis pour une semaine ou 15 jours, juste pour voir un petit peu ce qui se passait là-bas, Ouais. et que tu avais dit, putain, il y a un putain de marché, il y a un truc à faire, qu'est-ce qu'on fait en France? Faut qu'on voit Ouais. plus loin. Alors, oui, forcément, au niveau vision, c'est très bien. Et tu avais dit, ouais, La enfin, pratique, c'est pas la même. mm, Parce qu'évidemment, quand on était aux États-Unis, on est dans un événement à Los Angeles, ça fait rêver, c'est les États-Unis, tout est plus grand, tout est monstrueux, la taille du marché, évidemment, elle est énorme. Une marque américaine qui fabrique aux États-Unis, qui est native de ce marché-là, elle a un potentiel 10 fois supérieur à une marque européenne, dans tous les cas. Ils ont un avantage concurrentiel de folie. Là-bas, ils ont beaucoup moins de restrictions, en l'occurrence, mais surtout, ils ont accès à des réseaux de distribution dans leur pays à eux, sans devoir aller au-delà des frontières, qui est déjà gigantissime. Tu peux mm. déjà aller chez Target, chez Walmart, chez Whole Foods, chez toutes ces grosses chaînes de magasins assez facilement si tu es en mesure de délivrer assez de produits. Et vu qu'il y a des milliers de chacun de ces magasins, mais très vite tu grossis en fait. C'est monstrueux, c'est pas du tout comme la France. C'est pas la même Évidemment échelle. que ça fait rêver, mais c'est aller aux États-Unis, c'est un autre monde. C'est un autre monde parce que tu vas faire tes fabriquer ici tes produits, ou même si tu veux les faire fabriquer aux US, il faut que tu aies du cash en fait. Et je crois que c'est ça que les gens sous-estiment à mort, c'est que les besoins en fonds de roulement, quand tu t'amuses à aller attaquer d'autres pays, ils sont gigantissimes. Et je suppose que ça a été un vrai casse-tête de pouvoir trouver et faire faire surtout une marque de complément avec un goût différent, naturel, alors que C'est sur le marché, ça super se faisait dur. pas du tout. C'est super dur. On a testé tellement de laboratoires, c'est super dur. Au début, on a voulu rester en France, on a testé plein de laboratoires en France, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. On savait que même si la France, ok, tu vois, la France c'est cool, ils ont du savoir-faire, c'est très bien, mais en l'occurrence, La sur ce qu'on massabilité. cherchait, c'était pas suffisant. Aujourd'hui, tu regardes, tu peux tester, même sur le marché, toutes les protéines dites vegan, plant-based, qui sont made in France, elles sont pas bonnes. Si elles sont pas sucralosées ou acésulfame K, elles sont pas bonnes. Là, je te mets au défi vraiment de trouver une marque qui soit agréable au goût, made in France, naturelle. Parce que moi, toutes celles que je connais, parce qu'on scanne le marché tout le temps, j'en connais plein made in France, elles sont toutes sucralosées. Et la plupart ont commencé naturelles, mais ont petit à petit rajouté du sucralose parce qu'ils savaient que les retours étaient pas bons, en fait. C'est aussi simple que ça. Et on pourra dire ce qu'on voudra. Tu pourras dire ton produit il est naturel, il est clean, machin, ce que tu veux. S'il est dégueulasse au goût, tu sais très bien que les gens vont l'acheter une fois et ils Ouais, vont pas le racheter. Tu vas pas le consommer tous les jours. Tu vas pas te forcer à bouffer un truc dégueulasse tous les jours, même si c'est bon pour toi. Il y a un moment, on n'est pas sadomaso, maso, et c'est juste pas vivable, en fait, si tu veux. Donc, c'est pour ça qu'on a poussé les recherches, parce que nous, on voulait vraiment rester dans le naturel. Et on s'est dit, on n'ira pas chercher des édulcorants artificiels ou quoi. Donc, il faut qu'on trouve un moyen, naturellement, d'avoir un bon produit, si tu veux. Et le travail de R&D qu'on a fait, il était monstrueux, parce qu'on était uniquement focalisé sur un seul produit. Chose que la plupart des marques ne font pas, parce que la plupart des marques ont énormément de différents produits, des grandes
gamme, si tu veux. Et nous, on était sur un monoproduit, donc il fallait qu'on donne toute notre attention sur ce produit-là. Donc on a fait des tests, mais des tests, on en a fait beaucoup trop. Et jusqu'à même aller chercher d'autres. Bah là, plus récemment, on a en plus changé de prestataire. Et c'est pareil, on a dû recommencer à zéro, se dire, OK, on veut tel ou tel rendu à la fin. Et c'est des mois et des mois d'échanges. Et il y a certaines marques qui ne vont pas avoir cette patience. Parce qu'ils vont se dire, mais nous, il faut. Et puis, quelque part, c'est légitime parce qu'il y a aussi une vraie question de vitesse sur laquelle tu dois rentrer sur le marché. Au plus vite tu es sur le marché, au plus vite tu peux tester et potentiellement faire des ajustements, mais au moins tu vends, tu vois, si tu veux. Mm. Et nous, on voulait pas arriver avant d'avoir un super produit parce que tu sais aussi, bon, c'est aussi le risque d'aller trop vite sur le marché, de lancer un produit qui est pas bon, c'est qu'après, tu te crées une réputation et même si tu reformules pendant 20 ans, tu reviens, tu dis, ouais, on a refait une nouvelle formule, elle est meilleure. Bah, les gens, ils vont se dire, ouais, mais moi, j'avais goûté l'autre fois, c'était dégueulasse. Donc, je vais pas racheter. Donc, tu vois, il y a beaucoup de problématiques à régler, quoi, si tu veux, à prendre en compte. Je suppose du coup que vous avez dû. Est-ce que vous avez dû arriver à mettre la marque en pause? Vous avez dû en arriver là ou pas, le fait de devoir changer de labo, tout ça? Ou vous avez réussi à garder Bah ouais, en un ce moment, c'est apport? en pause. Ok. En ce moment, c'est en pause et ça revient là dans 3 semaines. Il y a des moments où tu n'as pas le choix. C'est que si ton produit il correspond pas à ce que tu veux mettre sur le marché, bah, tu n'as pas le choix parce que tu sais aussi que continuer à vendre, certes, c'est bien, mais derrière, ça te permettra pas de revendre à la même personne. Donc, quelque part, des fois, tu arrêtes l'hémorragie et tu dis, OK, bon, bah là, c'est un peu chaud. Donc, on va juste se rétracter un petit peu, dire, on met en pause et on revient plus fort. Puis au moins, tu as le temps de redéfinir une stratégie marketing et de communiquer de la bonne manière. Super. Bon, écoutez tout le monde, au moment où le podcast sortira, ça sera J-7 avant la réouverture de Sync. Super. J-7, Parce tu qu'il sors quand? sortira début du mois. Ok. Début du Ouais, mois prochain. on sort fin de première semaine slash deuxième semaine d'avril. Donc c'est cool. Aujourd'hui, du coup, putain, en vrai, il y a plein de questions que je voudrais poser sur le sujet, mais je vais aller à l'essentiel avec une dernière question. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que vous faites comme produit? De la whey, déjà. Non, de la whey, c'est du lait. De la whey, c'est pas une protéine végane. Non, parce que j'entendais par là, c'était qu'est-ce que vous faites comme produit? Genre, aujourd'hui, vous faites des barres de protéines. Vous Non. faites. Aujourd'hui, on a fait des barres protéinées, on n'en fait plus. C'est fini. Ok. Alors, c'est surtout parce qu'on a décidé de regrouper là et de repartir sur le monoproduit, donc la protéine. Ok, Les barres, d'accord. elles sont en recherche et développement et on les a terminées pas plus tard que la semaine dernière, la nouvelle version qu'on veut mettre en ligne, mais ce sera pas avant fin d'année, début 2026 même. Parce que sortir d'autres produits, c'est pareil, c'est des budgets énormes et Mm. tu dois aussi te focaliser sur la rentabilité de ton entreprise et voir quel est le produit qui génère le plus de chiffre d'affaires. Donc, une fois que tu l'as identifié, plutôt que d'essayer d'amener 50 produits sur le marché, bah, t'en mets un seul, mais tu mets gros budget dessus, pardon. Et une fois que, comme je disais plus tôt, tu as du cash en trop, bah, c'est là où tu te dis, OK, bah, ça va potentiellement augmenter le panier moyen et ça va être aussi une belle addition à la gamme. Donc là, tu peux mettre un budget dessus plutôt que d'aller trop vite et sortir 50 produits et que t'en aies que deux qui se vendent correctement, tu vois. Ok. Du coup, là, clairement, il y aura uniquement pour repartir monoproduit, enfin produit, protéines en poudre, Voilà, c'est ça. sur plusieurs goûts. Sur 4 goûts, Ok. elle sort, ouais. Super. Eh ben écoute, au plaisir, sachant qu'en plus, bah écoute, j'attendrai également la version si ça revoit le jour d'ici la fin de l'année des barres protéinées parce que j'ai toujours voulu en vrai goûter les premières versions, mais je l'ai jamais fait. Et ça m'aurait bien tenté parce que tu le vendais très bien et j'ai eu beaucoup de retours positifs dessus, donc ça a l'air très cool. Mais écoute, au plaisir de goûter les nouvelles versions quand ils sortiront. Et Ouais, pas tout de suite, mais ouais. je vais directement faire un switch pour le temps qui nous reste. Donc, Sync, ta première grosse expérience entrepreneuriale qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Ouais, Suite à ça, tu n'as pas que ça à ton actif aujourd'hui. Tu es également donc le fondateur de la Playbook Academy qui a changé de nom, et qui est hybride Pump Training. ouais, ok. Aujourd'hui, ouais, c'est Comment le hybrid pump. Mais je crois qu'on Pump en avait Training. parlé du nom, non, la dernière fois. Oui, on a parlé du nom. Ouais. Euh, comment c'est né cette vision, cette philosophie de dire, même juste l'idée, de dire, OK, je vais lancer quelque chose, un concept un peu innovant qui se différencie. Qu'est-ce qui s'est passé? Hum,
Alors, ça a été, bon, j'ai été aussi, à la fois, ça n'a pas été un concept qui a très bien marché, ni, bah, il y a eu plusieurs raisons pour ça. Il y a eu déjà le fait que bah, je ne pouvais pas y mettre toute mon attention. C'est aussi le risque de l'objet brillant, donc le syndrome de l'objet brillant, entre guillemets, quand tu entreprends et que tu veux faire trop de trucs en même temps. Et que vu que Sync avait toujours été une priorité pour moi, bah, le Hybrid Pump ou Playbook Academy à l'époque, j'y accordais que très peu de temps. Du coup, bah, forcément, tu y accordes moins de temps, tu grossis pas de la même manière. Aussi, j'avais un concept, entre guillemets, innovant, oui, mais peut-être trop précurseur à l'époque, qui était trop en avance sur mon temps, parce que je commençais à parler d'entraînement hybride en 2017, quand vraiment ça s'est démocratisé en 2024, tu vois. Donc au final, j'avais déjà beaucoup d'avance là-dessus et ça parlait à très peu de gens. D'autant plus quand je l'ai appelé Playbook Academy, qui parlait encore à moins de gens. Je pense qu'en termes marketing, j'étais extrêmement mauvais. Pourtant, le produit lui-même était très bon, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui ma zone de génie, c'est la création de produits et c'est pas pour rien. C'est que je suis très bon pour développer et créer des produits de qualité à forte valeur ajoutée, mais derrière, je ne sais pas les vendre. Donc ça a été le problème de la Playbook Academy. Pourquoi j'ai créé ce genre de produit? C'était surtout parce que bah, je sortais de plusieurs années de coaching où je coachais les gens en présentiel donc en Australie et en Angleterre. Et quand j'ai décidé de un peu tout plaquer pour rentrer en France et monter Sync avec Kev, bah, je faisais plus de coaching. Donc, j'avais plus ma vie fitness comme je l'avais avant et mon identité était tout de même, tu es coach. Donc, ça a été un peu mon moyen de rester connecté avec la communauté fitness via les réseaux sociaux. Cette fois, ça s'est passé de présentiel à en ligne parce que bah, j'avais ce besoin. C'est pour ça aujourd'hui, je vois plein de coachs, tu vois, qui passent une certif et qui font du coaching en ligne direct. Et je trouve que c'est une hérésie et que le coaching doit se faire en présentiel avant toute chose pour savoir ce que c'est vraiment du coaching, plutôt que de se dire, ouais, je suis coach, je vais m'amuser à coacher des gens en ligne, alors qu'en fait, tu n'as aucune expérience dans le vrai monde. Et c'est Super. pour ça que j'ai commencé ce produit-là. Ouais. Quand tu as dit que, enfin, il y a également cet aspect communautaire, moi, qui revient souvent dans l'aspect, vu qu'avant, voilà, c'était Playbook Academy, maintenant il y a également Ouais. nos clubs, à moins que tu les retirais. Ah, c'était Hybrid Training Club et après Hybrid Pump. Ouais, j'ai un peu, j'ai un peu déconné. J'avoue, des fois, quand je parlais de ça avec d'autres personnes, j'ai même plus le nom au bout d'un moment. Hmm. Euh, C'était également, comme tu dis, un moyen de garder pied à terre avec ce que tu faisais déjà. Tu as toujours eu vocation également de vouloir aider les gens. Euh, Tu vois, même moi, le premier, hein, je pense que j'aurais pu être un. Enfin, je suis toujours. Hein, demain, j'arrête ce que je fais ou j'ai plus envie de faire des programmes. Clairement, ça me parle, ton message, ce que tu fais. Je suis en plein dans ta niche. Hein. Ok. Mais, enfin, moi, en tout cas, cette approche me parle depuis toujours, vu que j'ai la même approche là-dessus. Mais pourquoi tu. Enfin, comment dire ça? Quoi, j'ai créé une communauté plutôt que vendre des Non, programmes? C'était ça que tu voulais demander ou... je sais qu'il y avait un lien également avec le football américain, il y avait un créneau, tout ça à prendre. Mais je veux dire, je sais même plus comment formuler ma question en vrai. En vrai, ce que je voulais dire, c'était pourquoi pas juste dire, tiens, je vais partager mon entraînement et dire que je montre aux gens comment je m'entraîne et que les gens vont adhérer. Pourquoi dire, tiens, je fais un truc absolument sur mesure? Parce que tu parlais également de faire un produit, mais Ah c'était un oui, peu une non, prestation de bah, service. c'était pas un truc sur mesure que je faisais, hein. Moi, quand la Playbook Academy est sortie, c'était je vous partage ma programmation. Ok, voilà. Je savais pas comment poser la C'était ça, question. c'était C'était je fais ma ça. programmation. Vous la rejoignez pour un coût dérisoire par rapport à ce que je vous apporte. Et à l'intérieur, on échange tous ensemble parce qu'on va être sur le même challenge en même temps, si tu veux. C'était un Et peu un train with me, quoi. aujourd'hui, c'est ce que je fais encore, le Hybrid Pump. Bon, évidemment, j'y accorde très, très peu de temps. C'est plus une communauté de potes qu'un réel business. Mais la programmation, dans tous les cas, moi, je la fais parce que c'est mon propre programme. Mais derrière, du coup, je le partage. Et il est customisable à souhait en fonction de combien de jours est-ce que tu peux t'entraîner et je donne des indications à chaque nouveau cycle d'entraînement. Quand on démarre, je fais une vidéo d'une vingtaine de minutes qui explique absolument toute la démarche qu'on va aborder pendant les 4 prochaines semaines, enfin les 8 même, parce que c'est des cycles de 4, enfin 2 fois 4, donc 8. Euh, donc les gens peuvent se l'approprier aussi derrière et c'est fun parce que du coup on échange et on fait tous la même chose. Donc c'était, moi le but il était là, c'était de créer une communauté de gens qui sont like-minded, donc qui ont un peu les mêmes envies et qui aiment partager ensemble et les uns et les autres se tirent vers le haut si tu veux parce qu'on partage tous la même passion et le même challenge. Tu le vends, tout à l'heure, tu as parlé d'un produit. Est-ce que c'est quelque chose que tu as directement vendu comme un produit ou comme une prestation?
Parce que je sais Euh, que ça va être ma prochaine question. Quelle nuance du coup? Parce que, alors, c'était pas du coaching à proprement parler, c'était plutôt. Alors, j'ai commencé à faire du coaching en ligne quelques temps après parce qu'en fait, bah, ça ne rapportait pas grand-chose parce que je facturais pas cher du tout par mois. En fait, je me suis inspiré de modèles américains à grande échelle à l'époque où, au début où j'ai sorti la Playbook Academy, je faisais payer 7 euros par mois. Donc, ce qui était complètement fou parce que, évidemment, quand tu as 1000 clients, même avec 1000 clients, tu faisais 7000 € par mois. Donc, tu dis, waouh, grande fête, il faut aller chercher les 1000 clients à ce prix-là, quoi. Donc ça ne marchait pas. Donc je me suis fait coacher au niveau business. On m'a dit, bah, remets-toi dans du coaching à proprement parler où tu vas te mettre à facturer 200, 250 € par mois. Et là, ce sera différent. Et c'est ce que j'ai fait en effet. Et ça m'a permis de passer un certain step. Sauf que derrière, bah, je me suis retrouvé un petit peu submergé parce que ça devenait de plus en plus chronophage et que bah, je prenais pas autant de plaisir que quand je faisais du coaching en présentiel. Donc derrière, j'ai coupé ça, j'ai arrêté et j'ai dit, bon, bah, ok, maintenant je ne vends que ma programmation où vous pouvez adhérer à mon programme, en fait, grossièrement, sur une base mensuelle. Et puis c'est tout, en fait. Et après, à l'intérieur, il y a des coaching calls 2 fois par mois où on échange les uns avec les autres et où j'aiguille. Mais au prix où je facture, c'est tellement pas cher, si tu veux, que bah, les gens vont pas s'attendre à un vrai coaching avec un vrai suivi. Si tu veux ça, c'est pas moi qu'il faut venir voir parce que j'ai pas le temps ni l'envie aujourd'hui de faire ceci. Ouais, mais ça reste toujours bien plus complet que des personnes qui partagent juste leur entraînement et dire débrouillez-vous. Je veux dire, il y a quand même cet aspect Ah, d'échange, absolument, absolument. Nous, d'adaptation. on a un groupe en commun où on discute. Dès qu'il y a Il y a des un certain questions, suivi. on y répond. Et oui, c'est beaucoup plus encadré, si tu veux. Ok, écoute, pareil, en vrai, il y a plein de sujets et de questions que je pourrais aborder et développer dans tous les sens là-dessus. Mais pour aller à l'essentiel, juste aujourd'hui, sûrement que tu as également d'autres projets et d'autres business en cours. Comment tu fais pour gérer ton temps déjà entre Sync et Hybrid Pump? Alors ça demande une vraie organisation pour le coup. Ça a été un vrai sujet à une certaine période de ma vie où ma charge mentale a explosé puisque j'avais trop de sujets différents à loger dans mon cerveau et j'arrivais plus à trier. Et c'est devenu très problématique l'été dernier en l'occurrence quand je suis parti au Canada où là j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à jongler entre tout parce que je me suis pris de passion pour d'autres trucs, j'avais envie de faire autre chose. Et si tu veux, le hybrid pump, moi, je voulais un truc communautaire, privé, qui soit unique. Donc, j'ai fait développer une application mobile from scratch pour ça. Donc, tout le processus de développement de l'application, il fallait aussi que je le supervise et que je m'en occupe. Donc, Ok, ça ça a te donne du boulot. rajouté encore du taf et encore de la charge mentale. Donc, mais sauf que ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé amoureux du processus de création de l'appli. Et je me suis dit, en fait, je kiffe ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu déterminer que ma zone de génie, elle était là. Et à partir de là, vu qu'il y avait de plus en plus d'interrogations de part des coachs sur les réseaux sociaux qui me disaient, ton appli a l'air cool, j'aimerais bien une appli comme ça pour coacher mes clients, je me suis dit, mais pourquoi en fait, est-ce que l'application, je la fais pas passer à un niveau supérieur et je la donne en accès aux coachs en fait. Je leur fais payer un fee tous les mois et derrière, eux peuvent, donc en marque blanche, Mm. proposer la plateforme comme base pour pouvoir coacher leurs clients dessus. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est pour ça que le hybrid pump aujourd'hui, je ne vais pas chercher davantage de clients. Je fais juste ma programmation et c'est tout. Et j'en parle même pas. Mais à côté, bah, je fais le développement de cette fameuse grosse plateforme à destination des coachs qui devrait sortir en bêta d'ici 3 mois. Donc ça, c'est aussi énormément de travail, forcément. Mais c'est comment je m'organise. Il a fallu que je me place vraiment des. Étant donné que quand tu es entrepreneur, personne va faire le taf à ta place et personne va te dire quoi faire, c'est surtout ça le plus dur, et que personne enfin, va t'obliger à être au bureau à telle ou telle heure. Donc tu dois t'auto-gérer et c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Pour certaines personnes, vu de l'extérieur, ça fait peut-être rêver. Et en effet, enfin, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, donc je m'en plains pas. Je suis pas là pour me victimiser, mais au contraire, c'est ce chemin-là que j'ai choisi parce que j'aime cette indépendance. C'est pas fait pour tout le monde. Le salarié en lui-même, c'est pas une mauvaise chose, absolument pas. Sauf que moi, j'étais un très mauvais employé. Et j'arrivais pas, en fait, j'avais un vrai conflit avec l'autorité à chaque fois. Dès qu'il y avait quelque chose que je pensais qui pouvait être mieux fait de ma manière, bah, je rentrais en conflit. Et dès qu'on me demandait de faire quelque chose qui ne faisait pas sens pour moi, bah, ça me rendait fou. Et du coup, bah, je rentrais en conflit encore une fois. Et donc, il fallait que je fasse les choses comme elles faisaient sens pour moi.
Donc, il a fallu que je m'organise autour de entreprendre et derrière de gérer mon propre temps. Et c'est vrai que pendant un moment, bah, j'ai brûlé, je me suis burn-out l'année dernière. Mais derrière, je me suis remis en question et j'ai essayé d'enlever un maximum de choses qui, euh, qui faisaient exploser ma charge mentale, parce que j'avais aussi le podcast à alimenter. Et en même temps, je faisais un épisode toutes les semaines. Donc, pareil, brûler les ailes. Je faisais des fois des vlogs fitness sur ma chaîne YouTube que j'avais fait en anglais à une période. Enfin, j'ai voulu trop en faire. Alors, par passion, certes, parce que c'était que des choses qui me faisaient kiffer, les unes indépendamment des autres. Cependant, tout additionné, c'est très dur de jongler d'une mission à une autre au cours de la même journée. Au bout d'un moment, la charge mentale explose. Et pourtant, quand tu regardes bien, t'as pas accompli tant de travail que ça. Et c'est ça le vrai problème. C'est que tu as l'impression d'être productif parce que tu as jonglé entre plein de trucs, mais réellement, le travail abattu, il est pas si important. Donc c'est là où je me suis dit, attends, je vais enlever un maximum de choses. Donc en l'occurrence, j'ai enlevé le coaching, j'ai enlevé l'acquisition de nouveaux clients sur le hybrid pump. Je l'ai même presque fermé d'ailleurs. Je l'ai gardé parce que j'ai des gars qui sont avec moi long terme et qui Ouais, j'allais kiffent. dire, Et t'avais vas-y. pas recruté des coachs qui J'avais eu des t'entouraient? coachs qui m'avaient filé un coup de main pendant une période et au final, derrière, bah, c'était trop de charge mentale. Et j'ai préféré tout arrêter plutôt que. Parce que c'était de la supervision derrière que je ne voulais pas avoir non plus. Ça devenait trop compliqué parce qu'il fallait aussi que, en plus d'alimenter le truc, parce que forcément les gens venaient pour moi, pas spécialement pour eux. Donc eux, c'était très bien. Ils étaient hyper appréciés au sein du groupe, mais c'était pas eux qui allaient me rapporter davantage de clients. Et moi, je pouvais pas être partout. Sauf que bah, quand t'as pas de clients, tu peux pas les payer. Donc derrière, bah, je comprends que moi, je leur faisais perdre leur temps aussi. Donc, c'était extrêmement compliqué. Je pouvais pas tout faire. Si le hybrid pump avait été ma seule activité, les choses auraient été complètement différentes parce que j'aurais mis tous les moyens dessus, j'aurais fait grossir le business, j'aurais pu me faire accompagner avec d'autres coachs derrière et ça aurait été très bien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas un business qui aujourd'hui me passionne parce que, alors c'est une petite passion, genre, c'est du fun si tu veux, mais quand tu regardes sur le plan capitalistique, donc business, c'est absolument pas un bon business parce que c'est un business où le jour où j'arrête, bah, ça se casse la gueule. Tout s'arrête. Alors que quand tu crées une marque comme Sync from scratch et tu la fais monter petit à petit, déjà petit à petit, tu t'en détaches, Hmm. tu as d'autres personnes qui vont s'en occuper pour toi, mais surtout, c'est l'aspect exit qui m'intéressait davantage de dire, moi, dans ma vie, j'ai envie de faire plein de trucs, pas bosser dans la même boîte toute ma vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que on monte Sync. Un jour, on prendra la décision de la vendre. Tu la vends, tu récupères un chèque. Donc, ce chèque, déjà, te met à l'abri, mais te permet de recommencer une autre activité. Pareil pour la plateforme de coaching que je suis en train de créer. C'est donc ce qu'on appelle un SaaS, un Software as a Service, donc un logiciel que je suis en train de développer, que derrière prendra de l'importance aussi et potentiellement capitalisera et se revendra aussi un jour. Tu vois, c'est des business sur lesquels il y a une possibilité de revente. C'est ça aujourd'hui qui m'intéresse. Alors que mon coaching Hybrid Pump, c'est pas un business qui va se revendre. Toi, le C'est un produit. business, c'est moi le produit. Voilà, exactement. C'est moi qui suis la phase du truc. C'est le jour où j'arrête, c'est fini. Le jour où je dis, ah bah attendez, je vais mettre un tel à ma place et moi je m'en vais, mais les trois quarts des clients se barrent, tu vois. Donc c'est pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Ça c'est pour moi être coincé dans cette roue de hamster toute ma vie si je fais ça. Donc c'est pas le type de business que je veux faire parce que je sais que j'ai une personnalité très changeante dans le sens où je peux être très passionné par un projet, je vais faire un cycle dans ce projet jusqu'à revente et ensuite je vais vouloir faire autre chose. Donc c'est aussi pour ça aujourd'hui que je jongle entre plusieurs choses, mais les grandes majorités, bah, c'est Sync et c'est le développement de la plateforme. Je navigue réellement qu'entre ces deux gros projets qui ont pour but de capitaliser et d'être vendus un jour, si tu veux. Tout ce que je fais en dehors de ça, je ne le compte pas comme du travail. Tu vois, c'est vraiment du bonus. C'est du fun, c'est des choses. De toute façon, tout ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de les considérer comme n'étant pas du travail. Et comme ça, je considère que je travaille pas. En fait, tu vois, on dit souvent que si aujourd'hui tu n'avais pas besoin d'argent, bah, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais même si ça ne te rapportait pas d'argent? Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Bah, j'ai l'impression que c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est pas évident, tu vois, de me créer des marques, de rien du tout, mais ça me passionne. T'as Et choisi tes aujourd'hui, contraintes. voilà, c'est ça, exactement. J'ébauche, au-delà de Sync, j'ébauche sur deux autres marques en parallèle. Mais Hmm. c'est du fun, tu vois. Ça, c'est du fun. C'est pas, ça va exister aussi d'ici pas très longtemps, mais c'est du fun. C'est des trucs, je bosse dessus, ça me passionne.
J'ai brainstormé sur une de ces marques-là hier pendant presque toute la journée. J'ai adoré mon temps, tu vois. Pas une seule fois, je me suis dit, putain, vivement 17 heures. Et ça, pour moi, c'est une victoire. Et même si, évidemment, l'ébauche sur ce type de projet me rapporte absolument peanuts, zéro, ça va rapporter sur le long terme, c'est des projets long terme. Mais le fait de me dire, j'arrive à travailler dessus comme ça, sans me l'imposer, bah, c'est une victoire. Et c'est ce que j'essaye de faire au jour le jour parce que c'est le type de vie que j'ai envie d'avoir. Super. Je vais arriver aux questions de fin, hem et avec une moralité sur tout ça. Par rapport à tout ce que tu viens de me dire déjà et avec du recul, qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre une personne qui réussit et une personne qui échoue dans l'entrepreneuriat? Enfin, une personne qui échoue, je pense qu'elle n'a pas assez essayé. C'est Ou qui surtout stagne? ça. Hein? Ou qui stagne? Qui stagne. Bah, toutes les situations sont uniques, mais une personne qui stagne, généralement, c'est parce que bah, tu peux te faire accompagner sur le sujet qui te fait stagner. Donc, si jamais c'est l'acquisition client, je ne sais pas, bah, c'est de te faire accompagner sur comment acquérir davantage de clients. Peut-être que ton offre, elle n'est pas assez claire. Peut-être qu'elle n'est pas, entre guillemets, irrésistible. Peut-être que tu t'adresses pas à la bonne niche. C'est ce qui m'était arrivé, moi, sur le hybrid pump. Je faisais le produit qui, moi, me faisait kiffer, mais mon audience, elle comprenait pas, en fait, ce que je vendais. Et du coup, bah, forcément, c'est aussi pour ça que dans le fitness, la plupart des gens vont aller se diriger vers les niches les plus lucratives, les plus faciles à décrire, en l'occurrence la perte de poids. Que ce soit pour homme ou pour femme, si tu fais que vraiment un seul message, voici comment on perd tant de kilos en 3 mois, en faisant trois entraînements par semaine, sans régime. Boum! Un mec qui est en dehors du monde du fitness, il voit ça, et s'il veut perdre du poids, ça le fait rêver. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est à quel point est claire ton offre. Il faut que tu t'adresses aux personnes qui sont prêtes à écouter ton offre, tout simplement. Souvent, c'est ça le problème, c'est que tu es décalé par rapport à qui tu parles. Et moi, ça a été mon problème, hein. Et à Il y a Sync, ça a été le problème aussi. Tu vois, on a stagné pendant longtemps. Sauf que derrière, on a réajusté, pivoté, on a fait pivoter le message, pivoter le marketing. En fait, l'offre, elle a bougé. Et ce qui fait qu'on a parlé davantage aux gens qui nous achetaient. Donc, ce qui fait que bah, de plus en plus de gens comme eux se sont mis à acheter. Vous êtes fiers Il à l'expérience client faut alors que tu Ouais, vois? voilà, c'est comme je disais plus tôt, il faut être customer centrique, il faut écouter ce que les gens te disent. Parce que les consommateurs de ton produit, ils ont un but particulier, il faut que tu trouves plus de gens comme eux. C'est aussi simple que ça. Si tu continues à parler à des gens que tu penses que enfin, si comment, ton produit, tu le crées parce que tu l'aimes. Donc c'est comme ça que toi tu vois le truc. Mais moi, des mecs comme moi, ils viendront pas rejoindre mon programme parce que des mecs comme moi, ils savent déjà bien s'entraîner et ils n'ont pas le besoin d'eux. Donc c'était ça mon problème. C'est que moi, je parlais à des mecs comme moi qui en fait kiffent ce que je fais, mais n'achèteront jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il faut trouver comment tu ajustes ton produit peut-être un peu plus bas à des personnes qui n'ont pas ton niveau mais qui ont envie d'avoir ton niveau et là, tu trouveras peut-être la fameuse niche. Mais ça demande du travail de trouver sa niche. C'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus facile pour des domaines comme la perte de poids, comme je le disais précédemment. Si tu as aujourd'hui, bon, évidemment, il y a de plus en plus d'acteurs dans le marché. Si tu veux te chercher une niche particulière, bah, c'est sûr et certain que tu vas devoir pivoter un sacré paquet de fois avant de trouver exactement le message. Tu vois, je prends des exemples tout bêtes. Tu vois, la femme de Kevin, elle est coach aussi. Elle est coach sportive. Et avant, bah, elle était coach pour femmes, mais sans un message très précis. Donc ça marchait pas trop, tu vois, parce que en fait, qu'est-ce qui la différenciait d'une autre coach? Et après, elle s'est dit, bah, moi j'ai des problèmes quand j'ai mes règles, j'ai des douleurs, endométriose, tout ça. Et ben, je vais parler que aux femmes qui ont de l'endométriose et je vais leur donner un programme qui va leur permettre d'alléger, de soulager leurs douleurs. Et ben, du coup, ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle s'est adressée à un message très particulier d'un problème très particulier. Et À trouver son créneau comme ça, ouais. aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. De toute façon, il y a c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup sont dans le produit, hein, je pense que c'était ton cas et c'était clairement le mien même les premières années, avant d'être dans l'expérience client et enfin, sont plus dans le produit que dans les retours clients. Ouais, 100%. Écoute, je vais clôturer tout ça, en te posant les 7 questions, où je vais clairement pas te faire de retour dessus, c'est 7 questions de fin. Ok. Voilà et on va terminer là-dessus. J'ai évité d'intervenir sur tout ce que tu disais, hein, vraiment pour limiter le temps qu'on avait devant nous, qu'on a déjà dépassé d'ailleurs. Donc écoute, juste pour, enfin, avant de te poser les 7 questions, où est-ce que tu te vois, professionnellement dans les 5 ans à venir? C'est quoi tes ambitions? Dans 5 ans?
Alors, Bah, pas je ferais la même chose que globalement. je fais aujourd'hui, mais peut-être sur d'autres projets. Parce que peut-être que j'en aurais revendu un autre. Enfin, j'en aurais revendu un, mais que j'en aurais remonté un autre. Et parce qu'aujourd'hui, ma vie me plaît, si tu veux. J'aime l'intensité que je mets au travail, j'aime ce que je fais. C'est parce que je suis dans ma zone de génie, donc ça me fait kiffer. Et Avec j'ai la chance passion. de pouvoir faire ça. Et derrière, bah, c'est pour ça que dans 5 ans, je ferai la même chose. Et dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je sais pas, mais plus vraisemblablement, je serai toujours dans ma zone de génie, si tu veux. Où est-ce que tu vois Sync, c'est quoi les ambitions pour Sync également à l'avenir? Le court C'est moyen terme? Bah, nous, on cherche la revente dans tous les cas. Donc, on continue à le faire grandir. Là, ce qui est bien, c'est que là, on est reparti de zéro. Donc, c'est aussi passionnant parce qu'on a un nouveau branding, une nouvelle approche, des produits reformulés. Donc, en fait, on a perfectionné tout ce qu'on a fait au départ, depuis le début, tu vois, si tu veux. Donc, on a fait une accélération. On avait un business qui marchait très fort l'année dernière. Et là, le fait de rebooter comme ça, c'est passionnant parce que c'est un peu un retour en arrière. Tu étudies tout ce qui était bien, tout ce qui n'était pas bien. Tu effaces tout ce qui n'était pas bien et tu en fais ta force si tu veux. Donc, tu fais un produit qui est magique. D'un coup, il arrive, boum, il est dingue en fait. Il est parfait, entre guillemets. Et là, tu es prêt pour aller à d'autres niveaux. Donc, nous, là, le but, évidemment, dans les 3 prochaines années, il est d'aller chercher d'autres pays en Europe, donc d'aller enfin en dehors des frontières, et puis de se faire racheter par un gros groupe qui permettrait, lui, de nous accompagner vers une croissance internationale, d'aller potentiellement chercher les US, tu vois. Super. Écoute, donc pour ces dernières questions, est-ce qu'il y a un rêve que tu portais au fond de toi depuis ton adolescence que tu n'as pas encore réalisé? Et si tu avais l'occasion de le faire, qu'est-ce que ça serait? Euh, Pas vraiment, en fait, parce que des rêves long terme, enfin, ça change, les envies changent, les ambitions changent, et peut-être qu'à une époque où j'étais plus jeune, bah, mon rêve c'était de vivre aux États-Unis, tu vois. En l'occurrence, ça a l'eût été pendant une période. Je l'ai fait, je voulais y retourner, et malheureusement, malgré tout, aujourd'hui, si tu me dis, si demain tu as la carte verte, où est-ce que tu vas? Bah, je te dirais que je pense que je la prendrai même pas parce que je suis même pas très chaud de vivre aux États-Unis. Donc en fait, c'est beau de rêver, tu vois, mais quand tu vois de manière réaliste, les attentes que tu en avais ne sont peut-être plus bah, réalistes, encore une fois, aujourd'hui. Et c'est vrai que les États-Unis, maintenant, me font moins rêver. Alors qu'auparavant, c'était le rêve absolu pour moi. Donc, j'ai plus vraiment de rêve absolu euh, parce que tous les ans, si tu veux, mes envies évoluent. Et autant j'aurais pu te dire, peut-être il y a encore 2 ans, bah, mon rêve, c'est d'avoir une grande maison avec une piscine, une femme, des enfants en Espagne. Mais aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas. Donc, tout ce que je veux vraiment, c'est de vivre ma vie de la manière la plus épanouie possible, sans avoir à regarder mon compte en banque toutes les 5 minutes. Et là, déjà, je me sentirais détaché, mais c'est surtout d'avoir cette liberté géographique de me dire, à n'importe quel moment, si je veux aller à telle ou telle destination, je suis en mesure de le faire. Tu aurais pu avoir l'opportunité, le potentiel de percer dans le football américain, tu l'aurais fait? Euh, c'est une bonne question parce que je pense que oui, sauf que j'ai commencé très tard et que le foot américain n'était pas démocratisé de ouf à cette époque. C'était dommage que j'ai commencé à 20 ans. Aujourd'hui, les gens peuvent commencer beaucoup plus tôt, mais surtout aux États-Unis, on les met dedans, ils ont 5 ans, quoi. Donc en fait, tu pars avec un déséquilibre, un désavantage fou quand tu veux te comparer à des Américains. Après, aujourd'hui, il y a des ligues, enfin, une ligue en particulier professionnelle en Europe, la European League of Football, le LF. C'était il y a 2 ans, je suis allé faire les tests d'entrée d'une équipe à Zurich et j'ai pas été pris. Mais je voulais ça. En fait, même si j'avais été pris, j'y serais pas allé. Tu vois, si tu veux, c'était juste, je suis allé pour le fun, pour me tester, pour aller voir ce que ça pourrait donner, que de se tester dans une équipe professionnelle. J'ai pas été ridicule, loin de là, mais j'ai quand même pas été pris. Bon, après, évidemment, le foot américain, ça reste comme les sports où tu as besoin d'une taille minimale, comme le basket. Si tu fais 1m80 au basket, c'est chaud. Au foot américain, en effet, quand tu es receveur, ma position, il vaut mieux faire 1m90. Je fais 1m78. Voilà. Du coup, je suis déjà désavantagé. Malgré tout, c'est qu'une excuse parce qu'en NFL, il y a des receveurs d'1m78. Il y en a quelques-uns. C'est pas la majorité, mais il y en a quelques-uns. Mais voilà.
Donc, si j'avais pu le faire, peut-être que oui, j'aurais aimé le faire. Même aujourd'hui, je me tâte encore à reprendre, tu vois. Je vais pas le faire parce que je suis pas débile et que j'en ai marre d'être blessé toutes les 5 minutes quand tu joues à ce sport. Parce que ça a beau être très fun, à la fois, il y a beaucoup de risques pour le cerveau, mais tu te fais mal tout le temps. Donc, toutes les années, je crois que j'ai pas fait une seule saison sans une seule blessure, tu vois. Donc, au bout d'un moment, c'est pas rentable cette affaire. Tu vois, c'est cool, c'est passionnant, c'est un sport que j'aimerais toute ma vie, mais il y a un moment, c'est plus la peine. Question qui se lie, enfin la suivante qui se lie un petit peu à celle-ci, c'est si tu pouvais revenir dans le passé et changer ce qui s'est passé, est-ce que tu le ferais et pourquoi ou pourquoi pas? Ah, ça, c'est des questions compliquées parce que dans tous les cas, c'est impossible. Donc, de dire, est-ce que je le C'est le moins ferais? d'imaginer, oui. Ouais, mais sachant que, alors, si tu prends en compte que si tu vas changer une décision que tu as prise dans le passé, ton présent actuel n'existe plus. Donc, ça veut dire que potentiellement, tu as pris une voie complètement différente. Aujourd'hui, ce que j'ai fait avec le fait de, par exemple, créer du contenu en français, créer une entreprise en France, connecter avec tout un réseau en France, ça veut dire que demain, si tu me dis, tu changes une décision, en l'occurrence, je te dirais peut-être que je changerais la décision de revenir de manière émotionnelle de Sydney en France, de prendre la décision de monter cette boîte en Floride qui n'a pas fonctionné, bah peut-être que j'aurais dit, bah en fait, non, je vais prendre le sponsorship qu'on m'avait offert à Sydney et je vais faire carrière à Sydney. Et aujourd'hui, ma vie serait 100% différente. Parce que je me serais mis sur les réseaux sociaux, je pense que oui. Mon contenu serait exclusivement en anglais, bien entendu. Je serais sûrement installé avec une citoyenneté australienne aujourd'hui. Je vivrais en Australie. Ma vie serait complètement différente. Je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui. Je ne sais pas quelles auraient été les opportunités business. Donc, en fait, en me demandant de faire ça, je sais ce que j'abandonne. Je ne sais pas ce que je vais retrouver. C'est normal, quand tu reviens dans le passé, ton présent devient ton passé, hein, donc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour toi, Quentin? Ma liberté géographique, mon temps, c'est ce qui a le plus de valeur. À mes yeux, le temps, tu ne peux pas le récupérer. Et si tu es coincé derrière un bureau toute la journée à faire quelque chose que tu détestes, bah, c'est bien dommage. Et je pense que ouais, un retour aux fondamentaux serait essentiel pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que essayer d'apprécier sa vie, quoi, de trouver du bonheur dans les petites choses. Parce que détester sa vie tous les jours, de se lever, de répéter sans arrêt la même chose, mais de détester le réveil quand il sonne le matin, sachant que, à notre connaissance, on ne vit qu'une seule fois, c'est quand même triste de passer une vie selon ces termes-là. Mmh. De se dire que c'est impossible et qu'on est coincé dans cette matrice, c'est qu'une question de décision. C'est toi qui décides d'allumer ou pas cet interrupteur. Personne d'autre va le faire pour toi. Donc, je pense que cette liberté, moi, c'est ce qui a le plus de valeur pour moi aujourd'hui. Évidemment, bon, mes proches, tout ça, si tu veux. Mais en termes plus philosophiques, si tu veux, c'est plutôt ce côté-là. Ouais. Dans la même question, si tu devais tout perdre à nouveau, ce serait quoi la seule chose que tu voudrais garder? Si je devais tout perdre, si je devais garder un seul truc, bah, je pense mon MacBook, parce qu'il me permettrait de remonter un business. Internet, une connexion et puis voilà. Ouais, bah aujourd'hui, c'est ça. Quand tu commences bah, c'est aussi l'avantage quand tu as monté ce genre de projet, que tu as emmagasines tellement d'expérience que derrière, même si tu perds tout, bon, évidemment, c'est horrible de tout perdre, mais c'est pas comme si je redémarrerais de zéro. Parce que j'aurais déjà accumulé tellement de points d'expérience que je pourrais les mettre en pratique. Et c'est ce qu'on parlait, tu vois, on en parlait avec mon associé récemment. On disait, Sync, on a mis 7 ans à arriver là où on en est aujourd'hui et c'est extrêmement dur. Mais si demain on remonte une marque, potentiellement ce qu'on est en train de faire, bah, ça ira 10 fois plus vite. Je pensais pas en fait que tu allais me dire ça. En vrai, j'évite de rebondir sur ces questions, mais je pensais que tu allais me dire mes connaissances entrepreneuriales par rapport à Bah, tout ce si que je j'ai perds tout vécu et dans tous les... Non, l'expérience. mais ouais, mais si je perds tout dans tous les cas, je les ai. Quand tu me dis tu perds tout, qu'est-ce que tu veux dire aussi? C'est général. En fait, c'était pas forcément que matériel. C'était de dire, tiens, si je devais tout perdre et garder une seule chose, une Ah, mais compétence, c'est... quoi que ce soit. Ah, bah, sois plus précis dans ce cas, parce que c'est vrai que si tu me dis demain, si tu perds tout, bah, moi, j'ai l'impression que Après, bah, je perds toute ma situation matérielle. En gros, je retourne vivre sur le canapé de ma maman comme je l'ai fait quand j'ai monté Sing, si tu veux. Mais si tu me dis tu perds ton cerveau aussi, ouais, bon, là, c'est un autre niveau. mais il n'y a pas de mauvaise réponse. En soi, c'est à toi de savoir, enfin, voir hein, quand je te dis la question, qu'est-ce qui te semble Bah, le ça plus dépend du pertinent. cadre, parce que si tu me dis que tu perds tes connaissances, mais je Bien te dis sûr. bah, je veux garder un MacBook, si j'ai un MacBook sans connaissances, je vais pas aller très loin.
Si tu pouvais parler à ton toi du passé, au moment où tu as eu, ta période la plus compliquée, qu'est-ce que tu voudrais te dire si tu pouvais te faire passer un message? De pas se faire tatouer. Ouais. Ça, bon, après, c'est évidemment Elle est bonne euh, celle-là. et les aspects résilience ou quoi. Je pense que j'ai géré ma vie comme je l'ai gérée, mais j'ai eu beaucoup de résilience au travers de ma vie et c'est très bien. Après, évidemment, les relations, tout ce qui a été lié à l'émotionnel, bah, je l'ai subi comme je l'ai subi, j'ai réagi comme j'ai réagi. Et je sais pas ce que je pourrais changer de ça, tu vois. Il n'y a pas grand-chose réellement à changer. Par contre, des décisions stupides qui m'ont poursuivi pendant des années, comme me faire tatouer tout le bras et me le faire tout retirer du jour au lendemain, ça, c'était vraiment débile et ça, c'est handicapant pour pas grand-chose. Donc ça, oui, pour le coup, clairement, si sans trop réfléchir, je te dirais, je retournerai me voir le jour où je me suis fait tatouer et je me séquestrerai en disant, mon petit pote, regarde mon bras à quoi il ressemble aujourd'hui, ne fais pas cette erreur. Donc déjà, ce serait déjà pas mal. L'autre question, je vais la sauter parce que tu as déjà répondu à de nombreuses reprises plus tôt. Ce serait de savoir qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui, mais je pense que tu t'es bien répété. À moins que tu souhaites quand même donner une autre version ou une autre réponse? Qu'est-ce qui me rend le plus fier aujourd'hui? Ouais. Dur à dire en vrai parce que, bon, évidemment, enfin, c'est sûr que le fait, je pense, le plus gros, ça a été ma plus grosse décision de toute manière, ça a été de partir vivre à New York City quand j'avais 22 ans. Quand je venais d'un petit patelin Chambéry, donc, et que j'avais vu que ça, de se dire demain, tu vas dans la plus connue des mégalopoles mondiales euh, et tu vas vivre tout seul pendant 6 mois. Ouais, ça a tout changé. Forcément que tu reviens une autre personne et ça, c'était une grande fierté parce que même le mieux serait se dire peut-être que j'aurais dû le faire plus tôt, mais j'avais pas l'opportunité pour. Et le fait de l'avoir fait, c'est sûr que ça a décidé mon avenir derrière. Ça a complètement changé mes démarches parce que si je l'avais pas fait, peut-être que je serais encore à Chambéry, tu vois. Mmh. Dernière question, si tu devais, laisser un seul message aux auditeurs cette fois-ci, quelque chose que tu aurais aimé entendre au moment où tu étais au plus bas, qu'est-ce que ça serait? Expatriez-vous, partez vivre à l'étranger, testez, même si c'est pas très long, testez en dehors du cadre des vacances, parce qu'on n'est pas là pour partir 2 semaines en Italie pour les vacances. Partez vivre auprès des locaux dans un autre pays, peu importe quel qu'il soit, et revenez avec un cerveau qui aura explosé en fait. Les gens ne comprennent pas, tant que tu l'as pas fait, tu peux pas le comprendre. C'est ça qui est dur. Je me répète beaucoup, mais là-dessus, moi, c'est ce qui a vraiment métamorphosé ma vie. Et aujourd'hui, évidemment, le dénominateur commun, ben, c'est ça en fait. C'est partez vivre à l'étranger, testez le truc, peu importe le pays. Et c'est ce message, le message le message central de mon podcast à moi, c'est de tester l'expatriation. Parce que les gens qui partent s'expatrier, ils reviennent changer et c'est pour le positif. C'est positif à chaque fois, c'est pour le mieux. Ça n'a jamais été l'inverse. Quelqu'un qui s'expatrie et qui me dit qu'il est revenu et qu'il est moins bien qu'avant, je ne le crois pas. Ou alors il s'est vraiment planté, il a fait n'importe quoi et en fait, il a juste quitté le pays parce qu'il avait le blues et qu'il avait le mal du pays. Potentiellement, ce serait la seule raison que je verrais à l'heure d'aujourd'hui, mais s'expatrier, pour moi, c'est la seule décision qu'il faudrait prendre, même si c'est pas pour toujours, même si c'est que 6 mois, même si c'est 3 mois, parce que tu auras une vision de la vie qui sera différente quand tu vas rentrer. Tu verras qu'il y a autre chose que ton petit coin, il y a plein de choses à voir. Complètement, même ne serait-ce que mentalement, enfin, tu changes complètement parce que ça ouvre tes horizons. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, ton petit patelin, c'est pas le centre du monde. Merci. Mais Merci de pour, rien. ce podcast Quentin. Écoute, qu'est-ce que tu as pensé bon, c'était plus une interview qu'un échange, mais qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, c'était cool. Ça fait du bien de discuter. Si, bah, c'est surtout pour moi, parce qu'est-ce que j'en ai pensé en soi, je sais pas si c'est pertinent, mais c'est plutôt, j'espère que ça a motivé des gens, même, et j'espère que ça a apporté de la valeur surtout, parce que discuter pour discuter, c'est très bien, mais si ça peut faire bouger les choses et bouger les gens, si ça a pu même aider une personne à mettre en place une action qui va améliorer son niveau de vie, son mode de vie, son lifestyle, ce que tu veux, bah, c'est parfait. Bah, surtout, moi, je pense que tu un parcours qui est très parlant, qui est plein de rebondissements et on voit à quel point tu t'es construit, ta personnalité, enfin, l'image que tu as de toi en général, au travers, tu t'es affirmé.
au travers de ton parcours, malgré que tu as vécu aussi des événements qui sont marquants, tu as dû faire des décisions également qui ont impacté toute la suite. Je pense principalement, tu vois, période marquante, bah, forcément la perte de ton père. Et je Mhm. pense que des personnes peuvent beaucoup s'identifier à ça et voir comment tu as pu rebondir dessus. Bah, je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Bah, c'est parfait. Écoute, si tu pouvais me conseiller un prochain invité, est-ce que tu aurais quelqu'un en tête? Bah, c'est compliqué parce que ça dépend de ce que tu veux parler, ça dépend de quel Quel- est son domaine d'expertise. Quelqu'un qui aura un parcours, bah, tu penses, intéressant, rempli d'événements marquants, des périodes difficiles, des changements, enfin, quelqu'un qui a une grosse valeur ajoutée au travers de son parcours. Je pense que si tu veux aller chercher bah, sur le plan entrepreneurial plus poussé que moi potentiellement et une personne qui s'est aussi expatriée, Même transformation personnelle, qui hein, en peu a eu marre de importe. son train-train français qui ne le menait nulle part, tu peux aller voir Aurélien Roy. Ok, super. Ben écoute, je le contacterai en venant de ta part. Ça marche. Super. Écoute, j'ai pas d'autres questions. C'était très clair pour moi. Est-ce que tu as des questions ou un sujet que j'ai pas abordé que tu aurais voulu que Non, j'aille? c'est OK. On a beaucoup Super. De discuté, donc toute je façon, pense que c'est on très a bien. bien dépassé en plus l'heure qu'on s'était fixée. C'est vrai. Donc écoute, je te garde pas après. Et puis cet épisode sortira donc début avril. Ça marche. Voilà. Et le précédent va sortir jeudi. OK. Super. Je te souhaite une bonne après-midi et puis je te remercie à nouveau et je te dis à la prochaine. Merci, mec.